Et nous avons une après-midi bien chargée, après une matinée où nous avons eu la chance d'avoir des intervenants qui nous ont mis tout de suite dans le vif du sujet et qui ont fricoté nos émotions. Donc maintenant, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus pratico-pratique. Et donc, je vais laisser la parole tout de suite à Madame Hasbrook. Qui va vous parler des apprentissages, bien sûr. Je vais la laisser se présenter. Bonjour, donc je suis enseignante spécialisée. J'ai découvert les enfants en situation de polyhandicap en arrivant à l'IEM du bord de Lys, d'Oupline, dans le Nord, en septembre 2012. Cet établissement accueille des enfants en situation de pluri- et de polyhandicap. Il est géré par l'ANAGI. Implantée dans le Nord, cette association gère des IEM et des CESAD ainsi qu'un PPCE. Lorsque j'arrive à l'IEM, j'ai tous les titres requis et pourtant je suis démunie face à mes nouveaux élèves. Les questions se bousculent. Petit à petit, j'apprends avec mes élèves. Mesdames, Messieurs, en 50 ans, le regard de la société sur les personnes en situation de polyhandicap a évolué. De personnes pour qui on assurait essentiellement que des soins physiques et d'hygiène, elles sont devenues des personnes éducables et aujourd'hui des personnes scolarisables. Pourtant, à peine un quart des enfants en situation de polyhandicap bénéficient d'une scolarité adaptée. Évidemment, c'est bien trop peu. Mon propos aujourd'hui n'est pas de militer pour la scolarisation des personnes en situation de polyhandicap, mais de défendre leur capacité et leur droit à apprendre. À quoi servent les apprentissages pour les personnes en situation de polyhandicap et que recouvrent-ils? Telle est la question que nous nous poserons. Mais pour débuter, arrêtons-nous sur l'étymologie et la définition du mot « apprendre ». D'après le dictionnaire de l'Académie française, le mot « apprendre » vient du latin « apprendere » qui signifie « prendre », « saisir ». En bas latin, il signifie « saisir par l'esprit », « étudier ». En latin médiéval, « apprendre aux autres ». Ainsi, le mot « apprendre » revêt aujourd'hui deux significations. La première, acquérir la connaissance de quelque chose. La deuxième, transmettre une connaissance aux autres. Ces définitions nous montrent qu'apprendre n'est pas uniquement, essentiellement de la responsabilité de l'école, si ce n'est en ce qui concerne les compétences scolaires. Qu'apprendre ne concerne pas uniquement les enfants. Nous apprenons tous tout au long de notre vie. Ne sommes-nous pas tous ici pour en apprendre davantage sur la thématique polyhandicap et apprentissage? Dans un premier temps, nous verrons quels apprentissages peuvent être proposés. Puis dans un second temps, nous nous questionnerons sur l'utilité des apprentissages pour les personnes en situation de polyhandicap. Quels apprentissages pour les personnes en situation de polyhandicap? Philippe Mérieux, spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie, a défini quelques principes fondamentaux pour approcher la question de l'apprentissage. Je m'y appuierai pour développer mon propos. Tout d'abord, Mérieux écrit « Tout le monde peut apprendre, et nul ne peut jamais décider que pour une personne donnée, un apprentissage est définitivement impossible. » Ce principe fait écho à la notion de présomption de compétence. La présomption de compétence, c'est croire que la personne face à nous a le potentiel de développer sa pensée, ses apprentissages et sa compréhension. C'est une posture que nous adoptons tous naturellement face aux jeunes enfants, notamment. Nous nous adressons à eux, nous leur parlons, nous jouons ensemble, sûrs qu'ils sont capables de penser, d'apprendre et de comprendre. En tant qu'enseignants,
Nous adoptons également cette posture face à nos élèves. Nous ne nous questionnons pas sur leur capacité à apprendre. Les questions que nous devons nous poser aujourd'hui sont: pourquoi ne pourrions-nous pas, ne voudrions-nous pas accorder cette même présomption de compétence à toute personne que nous rencontrons? Pourquoi ne pourrions-nous pas, ne voudrions-nous pas accorder cette même présomption de compétence aux personnes en situation de polyhandicap? Pourquoi les étiquettes nous empêchent-elles d'oser cette présomption de compétence? Quels freins nous retiennent? Henri Wallon, psychologue français, disait: un regard qui scrute pour trouver la marque du manque impose à l'enfant un statut péjoré. Un regard qui cherche en l'enfant un devenir instaure une dynamique de rencontre. Quel regard portons-nous sur les personnes en situation de polyhandicap? La présomption de compétence nous oblige, nous professionnels, à dépasser nos représentations, à déconstruire nos connaissances, à changer de regard. Il ne s'agit plus de partir du postulat de la présomption de déficience et de chercher les marqueurs d'une efficience, mais bien de partir de l'hypothèse de la présomption de compétence et de se demander comment permettre aux personnes que nous accompagnons d'exprimer leur potentiel. La présomption de compétence est un principe fondamental dans l'accompagnement des enfants et des adultes en situation de polyhandicap. Selon Mérieux, précisément parce que apprendre est difficile, il est important de fournir à chacun les points d'appui qui peuvent l'aider et l'environnement susceptible de lui faciliter la tâche. Les personnes en situation de polyhandicap ont, nous le savons, de nombreux défis à relever. Dans le domaine qui nous concerne aujourd'hui, le principal défi me paraît être celui de la communication. Dans notre livre « Élèves en situation de polyhandicap, laissez-les vous bousculer », mon amie et collègue Céline Carrette écrit: pour celui qui n'a jamais étudié la musique, une partition est un mystère, une succession de symboles, de cercles sur des lignes. Mais pour qui sait la lire, c'est un message. Rencontrer une personne en situation de polyhandicap, comprendre sa communication, c'est toujours découvrir une nouvelle partition. La communication naturelle des personnes en situation de polyhandicap est souvent comportementale. C'est souvent tout leur corps qui se mobilise pour exprimer un besoin. Mais aujourd'hui, grâce aux outils de la communication alternative et ou augmentée, la CAA, nous pouvons leur offrir la possibilité de développer une autre communication, plus riche et plus complète. À l'école, nous évaluons les compétences des élèves grâce à leur manipulation, à leur verbalisation, à leur production écrite. La plupart des personnes en situation de polyhandicap, empêchées par leur corps, ne peuvent accéder à ces tâches qui mobilisent des capacités motrices. Cela signifie-t-il que la personne face à nous n'a pas acquis de compétences? Ou cela signifie-t-il que nous ne sommes pas en mesure, nous professionnels, d'évaluer ces compétences? Comment évaluer les apprentissages d'une personne en situation de polyhandicap si nous ne lui fournissons pas les outils pour s'exprimer? Depuis plusieurs années, la communication alternative et ou augmentée s'est théorisée et s'est développée. Existe-t-il encore des prérequis pour la mise en place d'outils de CAA? La réponse est non. S'appuyant sur la présomption de compétence, la démarche a changé. Avant, les professionnels attendaient que les personnes manifestent un certain nombre de prérequis, comme l'attention conjointe ou le pointage. Aujourd'hui, nous adoptons une démarche participative. Nous essayons, nous proposons, nous modélisons, parlons avec l'outil de communication. Nous communiquons pour de vrai. L'apprentissage de la CAA se fait comme l'apprentissage du langage oral chez le jeune enfant, ou comme l'apprentissage d'une nouvelle langue chez nous, adultes.
Serions-nous capables de parler chinois si jamais nous n'avons entendu cette langue? Non. Avec la CAA, c'est pareil. Les outils de la CAA ont eux aussi évolué. Aujourd'hui, des outils robustes existent. Ils permettent à la personne de dire ce qu'elle veut, quand elle veut, à qui elle veut. Bien trop souvent encore, nous pensons que les personnes en situation de polyhandicap n'ont que des besoins à exprimer. J'ai faim, j'ai chaud. Besoins que souvent leur corps exprime et que nous comprenons. Mérieux souligne que l'apprentissage s'effectue pour chacun à sa propre initiative et requiert de lui le courage du commencement. Si nous les comprenons, nul besoin d'outils de CAA. Mais comprenons-nous vraiment qui elles sont, ce qu'elles veulent au-delà de leurs besoins fondamentaux? Interrogeons-nous sur notre posture. Proposons-nous aux personnes que nous accompagnons d'exprimer leurs envies, leurs points de vue, ou attendons-nous d'elles qu'elles répondent à nos attentes en termes de communication? Comment développer chez ces personnes en situation de polyhandicap l'envie de communiquer? Comment leur permettre d'accéder à cet apprentissage? Soyons authentiques. Donnons vraiment aux personnes en situation de polyhandicap la parole. Créons des occasions d'échanger, de communiquer. Mettons en place des outils comme le cahier de vie pour les enfants, pour les adultes. Donnons-leur l'occasion d'exprimer leurs ressentis, d'exprimer leurs choix. Apprenons-leur à développer leur autodétermination. Soyons ambitieux et proposons la CA à toutes les personnes en situation de polyhandicap. La question à laquelle nous devons réfléchir n'est pas « cette personne est-elle capable de communiquer ?» mais « comment lui permettre de communiquer ?» Quels outils seront adaptés pour lui permettre de s'exprimer? La CA reste coûteuse pour les personnes en situation de polyhandicap, mais aujourd'hui, de nombreux outils existent avec différents accès. Accès direct par pointage oculaire ou accès indirect par balayage auditif et ou visuel. Partons à la recherche de l'outil adapté à chaque personne en situation de polyhandicap et laissons-nous bousculer. Mérieux écrit « L'apprentissage ne se décrète pas et rien ne permet de l'imposer à quiconque. À l'école, nous devons suivre des programmes. Mais à l'école de la vie, il n'y a pas de programme, pas d'attendu. Cela veut-il dire que nous ne devons rien proposer? Ou au contraire, cela nous encourage-t-il à saisir toutes les occasions que la vie nous offre pour apprendre? Soyons ambitieux pour que les personnes en situation de polyhandicap, pour les personnes en situation de polyhandicap. Essayons, laissons un cercle vertueux s'installer. Proposons aux personnes en situation de polyhandicap de développer leurs compétences psychosociales, qu'elles soient cognitives, émotionnelles ou sociales. La situation de polyhandicap nous oblige, accompagnateurs, partenaires de communication, parents, professionnels, à tisser les liens entre la personne que nous accompagnons et son environnement, à expliciter ces liens que nous ne percevons pas toujours ou pas toujours à leur juste valeur. Prenons en compte leur âge chronologique, proposons-leur des activités, des supports, des musiques, des lectures adaptées à leur âge réel et non à leur âge supposé. Attisons leur intérêt. Offrons-leur une scolarisation adaptée mais ambitieuse. Enseignons-leur ce que tous les enseignants apprennent à leurs élèves. Référons-nous au programme de l'éducation nationale. Ensemble, parlons, lisons, comptons, écrivons, explorons le monde, découvrons l'histoire. Nul ne sait jusqu'où les apprentissages nous mèneront. Nul ne sait jusqu'où les élèves nous mèneront. Emmenons les personnes en situation de polyhandicap au musée, aux expositions. Enrichissons leurs connaissances, leur culture. N'oublions pas que les personnes que nous accompagnons sont comme nous, des citoyens. Prenons en compte leur voix, ne serait-ce que dans les institutions, en leur proposant de voter pour leurs représentants au Conseil de vie sociale. Ne nous interdisons pas d'aborder avec les personnes que nous accompagnons les questions relatives à la vie affective et sexuelle. Les statistiques le montrent,
Les personnes en situation de handicap sont plus touchées par les agressions sexuelles que les personnes sans handicap. Abordons ces questions. Offrons aux personnes les moyens d'exprimer l'indicible, de nommer l'innommable. Au-delà des apparences physiques, des limitations motrices, soyons force de proposition en termes d'apprentissage. Laissons-leur le temps sans leur mettre de pression. Comme le dit Mérieux, apprendre, c'est construire l'humanité dans l'homme, accéder à l'universalité d'une culture qui s'ébauche, quand l'homme refuse de soumettre l'autre, mais décide de se soumettre avec l'autre à un échange sans violence. Vous l'aurez compris, pour moi, aucun apprentissage cognitif n'est d'emblée impossible. Apprenons ensemble pour redonner à chaque personne en situation de polyhandicap sa place dans notre société. À quoi servent les apprentissages? Pour appuyer mon propos, je m'appuierai sur mon expérience d'enseignante spécialisée. Quand des compétences cognitives inattendues, insoupçonnées parfois, sont évaluées chez un élève, très souvent, son attitude change. Cet enfant s'illumine, cet enfant brille, comme on brille en société. Dans son ouvrage « L'échec scolaire n'existe pas », Juliette Speranza consacre un chapitre aux élèves de l'IEM du bord de Lys. Venue les observer en classe, elle écrit « Quand son enseignante lui propose de travailler, son regard s'enflamme. La découverte, certainement partielle de leurs compétences, puis la reconnaissance de leurs compétences dans les yeux d'un autre, leur permet assurément d'exister différemment, de conquérir un nouvel espace d'existence. » Charles Gardou, instituteur, directeur d'école, a écrit « La plupart des personnes en situation de handicap sont dans la société sans y être réellement et sans en être réellement. » Il poursuit « Aux mains des autres qui décident pour elles, qui les prennent en charge, sans les prendre en compte comme sujets et acteurs de leur propre histoire et d'un récit commun. Privée du droit à l'insoumission et réduite au rôle de patient, elles vivotent ou survivent. » L'action envers les personnes en situation de handicap a évolué de la proposition de prise en charge vers le concept d'accompagnement. Du « on s'occupe de la personne en définissant et décidant de ce qu'il faut faire », sous-entendu en tant que professionnel compétent, à « que souhaitez-vous ? Que pouvons-nous vous apporter et comment voulez-vous que nous avancions ensemble ?» Il n'en reste pas moins qu'à l'heure de la société inclusive, ces enfants en situation de polyhandicap grandissent encore très souvent en étant pris en charge, en étant soignés, mais sans pouvoir, pour certains, exprimer leurs compétences cognitives, sans qu'on ne projette sur eux de telles compétences. L'évaluation de compétences cognitives a bien souvent engendré un changement de regard sur ces enfants. Nous sommes ce que le regard des autres fait de nous. Quand le regard des autres nous méprise, nous sommes méprisables. Et quand le regard des autres nous rend merveilleux, eh bien, nous sommes merveilleux. L'important, c'est de se voir merveilleux dans le regard des autres, dit Albert Jacquard. En les regardant différemment, en s'adressant à eux différemment, en les considérant différemment, des enfants en situation de polyhandicap s'ouvrent et brillent au-delà de la classe, dans d'autres activités, dans la vie quotidienne, à l'IEM ou à la maison. Mais comme le dit Robin Sharma, tout changement est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la fin. Exister en dehors de la classe, être reconnu tel que l'on est, avec ses compétences, c'est accepter de transférer ses compétences, c'est accepter de les mettre au service d'autre chose, comme de la communication par exemple. Quand les images ou les pictogrammes n'intéressent pas, mais que les mots attisent l'intérêt, cela peut être une nouvelle entrée pour la communication alternative de ces enfants. La mise en évidence de compétences cognitives chez des enfants en situation de polyhandicap bouleverse parfois.
si le regard porté sur ces enfants doit encore évoluer, il n'en reste pas moins que ce sont des enfants porteurs de polyhandicap. Ils gardent leurs besoins, ils gardent leur communication comportementale, celle avec laquelle ils ont grandi, celle qu'ils connaissent et maîtrisent. Le changement de regard ne doit pas engendrer un changement radical de pratique autour d'eux. Ce sont des enfants dépendants, mais nous savons désormais qu'ils peuvent faire preuve d'autonomie. Dans l'éducation nationale, nous ne faisons pas de différence entre les termes indépendance et autonomie. Avec des enfants en situation de polyhandicap, la différence entre ces deux termes est non négligeable. Être autonome désigne la capacité à juger, décider, accepter ou refuser, choisir par soi-même. Cela se réfère au libre arbitre de la personne. Être indépendant désigne la capacité physique de réaliser une action seule. Il est donc possible d'être autonome et donc de savoir ce que l'on veut faire, mais ne pas pouvoir le réaliser physiquement et donc d'être dépendant. Aujourd'hui, les nouvelles technologies, la domotique se développent et cela peut susciter l'espoir de voir un jour des personnes en situation de polyhandicap accéder à plus d'indépendance. Mais gardons à l'esprit que ces enfants autonomes peuvent choisir de ne pas s'emparer des aides techniques qui leur sont proposées ou de s'en saisir pour jouer, mais pas pour travailler ou communiquer. Cela engendre parfois de la frustration chez les adultes, mais aussi de la joie de les voir s'opposer comme le ferait tout enfant. Parfois, le seul moyen qu'ils ont de montrer leur opposition est de ne pas utiliser l'outil. Un enfant qui parle crierait, un enfant qui marche partirait en courant, un enfant enfermé dans son corps refuse les aides techniques. Élève en situation de polyhandicap n'est pas un oxymore. Des enfants en situation de polyhandicap peuvent être élèves. L'inclusion scolaire, l'école inclusive, c'est d'abord reconnaître à ces enfants leur droit d'exister en tant qu'élèves, d'appartenir à la communauté scolaire, quelles que soient ses modalités. Dans son ouvrage, Charles Gardou définit 4 éléments nécessaires pour permettre à une personne fragilisée par le handicap d'exister. Valoriser ses ressources, ses capacités, d'intensité et d'expression variables. Sous ses limites apparentes, ses compétences enfouies, ses talents, sa créativité, son génie singulier. Il n'est personne qui n'apporte une contribution, du moins potentielle, à la culture et qui n'interroge le fonctionnement social. Regardons au-delà des apparences physiques, des limitations motrices, de l'image que le corps de ces enfants renvoie. Cela n'est pas toujours simple, il faut parfois du temps. Parlant des élèves de l'IEM, Juliette Speranza dit « Il y a une mine d'or derrière cette muraille. » Ou encore « Les enfants du bord de Lys ont des talents inestimables, mais ils ne correspondent pas au modèle de l'escalier qui sous-tend notre modèle éducatif en vigueur. » Deuxième élément, reconnaître ses désirs. Le sentiment d'exister ne consiste pas seulement à combler les besoins de bien-être organique ou ceux nés de la vie en société. Il repose aussi sur l'expression et la prise en compte des désirs. Ils ne sont pas un luxe réservé à ceux qui n'auraient pas de besoins spéciaux. Au quotidien, rester attentif au bien-être des enfants est une condition indispensable à l'expression de leurs compétences. Il nous faut également être attentifs, vigilants à leurs demandes. Un regard qui signifie « j'aimerais être à côté d'un tel », un regard porté sur un matériel qui signifie « j'aimerais changer d'activité ». Tentons d'être continuellement en posture de tenir compte de leurs demandes, celles que nous voyons, celles que nous comprenons. Nous y accédons ou non, comme avec n'importe quel enfant. Troisième élément, l'entendre, parfois en dépit de l'absence de mots. Entendons-les, certes, mais surtout, écoutons-les. Accueillons ce qu'ils expriment, que ça nous plaise ou non. Acceptons leur refus, leur colère parfois. Quatrième élément,
les libérer de la cage des peurs ancestrales et des ignorances superstitieuses. La liste est longue des idées reçues, des stéréotypes et des affabulations qui les enserrent. Libérons-nous de nos représentations pour être en mesure d'oser. Oser envisager l'improbable, oser croire pleinement aux compétences de chacun et ainsi oser de nouvelles formes d'évaluation. Apportons aux enfants ces 4 éléments nécessaires pour qu'ils puissent exister en tant qu'élèves, mais aussi et avant tout en tant qu'enfants. Et après, comment exister dans la société ? Une société inclusive, d'après Charles Gardou, défend non seulement le droit de vivre, mais aussi celui d'exister. Le vivre, que nous partageons avec tous les organismes vivants, renvoie à nos besoins biologiques. L'exister spécifie les hommes, marqués par leur inachèvement natif et leur nature sociale. Il n'est pas assez pour les humains de naître physiquement et de vivre. Ils doivent parvenir à exister, avec, malgré et parmi les autres. Ce désir originel est voué à demeurer pour une part insatisfait. Soignés par tous, ils peuvent mourir de n'exister pour personne. Quel est le devenir de ces enfants en situation de polyhandicap au sein de notre société ? Quel avenir s'ouvre à eux ? Alors finalement, à quoi servent les apprentissages ? Ma réponse est la suivante: à exister et ne plus seulement être polyhandicapé. Pour conclure, je reviendrai sur la thématique de cette journée, ce que les personnes polyhandicapées nous apprennent. J'ai beaucoup appris, j'apprends encore. J'ai beaucoup grandi, professionnellement et personnellement, grâce à mes 13 années d'enseignement à l'IEM, grâce à mes nombreuses rencontres avec des enfants, des élèves en situation de polyhandicap. Mais finalement, qu'est-ce que rencontrer l'autre ? Charles Pépin, philosophe, explique que rencontre vient du vieux français encontre, qui exprime le fait de heurter quelqu'un sur son chemin. C'est le choc de l'altérité. 2 êtres se heurtent et voient leur trajectoire modifiée. Il poursuit en définissant 3 conditions à la rencontre. Rencontrer l'autre, c'est sortir de soi. Forçons-nous à changer nos habitudes, à nous ouvrir à l'idée même que tout est possible. Rencontrer l'autre, c'est être disponible. Débarrassons-nous de nos restrictions, remettons en cause nos convictions et nos certitudes. Rencontrer l'autre, c'est tomber le masque. Acceptons notre propre vulnérabilité. Rencontrer des personnes en situation de polyhandicap nous apprend à rester humbles, à considérer la personne au-delà de l'image que son corps renvoie, à nous départir de nos certitudes de professionnels, à envisager des chemins et des fonctionnements différents des nôtres, à accepter l'autre comme il est. Ce que nous apprennent les personnes en situation de polyhandicap change notre regard sur le monde, sur les forces et les faiblesses de chacun tel qu'il est. Ce que nous apprenons des personnes en situation de polyhandicap nous transforme. Les personnes en situation de polyhandicap nous attendent. C'est à nous d'aller à leur rencontre et d'oser. Pour finir, permettez-moi de faire un petit clin d'œil à mes élèves en vous lisant les paroles de la chanson des Enfants Fantastiques « Moi, je suis comme ça, et alors ?» C'est leur chanson préférée cette année. Moi, je suis comme ça, et alors ? Il faut me prendre comme je suis, avec mes qualités d'abord et mes défauts aussi. Moi, je suis comme ça, et alors ? Moitié soleil, moitié pluie. On est toutes faits de rouille et d'or, de mystères infinis. Chacun de nous a ses faiblesses et tellement de richesses. Oui, chacun d'entre nous, chaque personne en situation de polyhandicap, a des richesses inestimables. Permettons aux personnes que nous accompagnons de les exprimer pour exister, pour nous dire qui elles sont. Personnes en situation de polyhandicap, enfants, adolescents,
adultes. Vous êtes comme ça, et alors? Merci pour votre attention. Un grand merci et un double merci. Le timing, elle l'a dans la tête. Moi, puisque j'ai le micro, j'ai de la chance de vous remercier en me disant que, Madame la Présidente, on devrait faire un petit fascicule du vocabulaire positif pour le polyhandicap, avec présomption de compétences, découvrir, prendre en compte, aller à la rencontre, bref, oublier le mot trouver les déficiences, marquer les remarquer. On devrait sans doute s'appliquer vos propos à nous tous, en fait, et qu'on soit toujours dans une vision positive de l'autre. Alors, y a-t-il des questions? J'enlève mes lunettes, je verrai mieux. Pas de questions. Bon, bah alors, moi j'en ai. Ah non, j'en profite. Vous avez dit tout à l'heure, il faut créer l'envie, donner l'envie. Alors, quand vous êtes avec votre groupe de jeunes élèves, qu'est-ce que vous faites pour leur donner envie? Alors c'est vrai que nous, on leur propose toujours des activités adaptées à leur âge. On essaye le plus possible de proposer des activités adaptées à leur âge et de vraiment leur montrer qu'au sein du groupe, chacun a sa place. Et donc on prend le temps, la CA prend du temps, mais on prend le temps justement de permettre à chaque enfant d'exprimer ses choix. Alors ça peut être juste un oui-non, un choix de couleur, mais vraiment qu'ils puissent être le plus possible acteurs de leurs apprentissages. D'accord, donc il faut qu'ils soient confortables. Ils doivent être confortables. Voilà. Quand même. Bon, je dis ça parce que on a besoin tous qui nous occupons ou qui nous occupions de polyhandicap, de personnes polyhandicapées, d'avoir sans arrêt des réflexes de il doit être confortable, il faut se donner le temps de réponse, même si on doit aller à la rencontre, comme vous l'avez très bien dit. Il faut un environnement propice. Et puis vous avez dit quelque chose de très important qui est applicable chez l'adulte aussi, je pense, c'est fonctionner en fonction de leur âge développemental. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on peut avoir des jeunes ou des jeunes enfants ou des jeunes adultes avec des âges identiques qui vont avoir par contre des envies de jeu, qui sont dans des niveaux de développement différents. Vous arrivez à embarquer les professionnels qui travaillent avec vous? Il y a quelqu'un qui fait les évaluations? Alors, je pense qu'en fait, il faut voir, nous, ce qu'on apporte, c'est de voir aussi l'enfant dans sa globalité. Et l'enfant peut, sur certaines compétences, être attiré par des jeux de petits. Et en même temps, on peut lui proposer d'autres activités. C'est vraiment cette ouverture, en fait, se dire que rien n'est impossible, qu'on essaye. Et de voir que les enfants s'en saisissent la plupart du temps. Oui, ils vont être en psychomotricité, ils auront besoin de jeux qu'ils vont mettre à la bouche. Et à côté de ça, ils peuvent être en classe et on peut lire Harry Potter avec des enfants de 11 ans. Donc c'est vraiment important de prendre en compte l'enfant dans sa globalité. Nous, on dit souvent que ça nous apporte une facette de plus. L'enfant ne change pas. On a une connaissance supplémentaire de qui il est. Et pour revenir à ce que vous disiez par rapport au bien-être, on a vu également avec nos élèves, avec les enfants qu'on accompagne, que leur bien-être passe aussi par ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ont envie d'exprimer. Et que les enfants peuvent être dérangés par des choses qui, peuvent nous paraître anodines, ou peut-être que nous ne les avions pas vues. Le changement de groupe d'un copain, et du coup le copain qui manque, parce qu'en fait les enfants ne peuvent pas aller les uns vers les autres. Donc c'est à nous de pouvoir les accompagner dans l'expression de dans toutes ces petites choses, mais qui peuvent les rendre indisponibles au quotidien. D'accord. Alors, il y a des questions. Je vous remercie, Vincent Jacques, Pôle Ressources Polyhandicap de Bretagne. Félicitations pour cette intervention. Moi, j'ai une
plusieurs questions, c'est la même, mais elles se suivent, qui est beaucoup plus, qui est assez pragmatique et technique. Dans les établissements collaborateurs en Bretagne, on a souvent un retour d'enseignantes qui sont, alors plutôt les équipes, chefs de service, directeurs, qui nous font le retour de leurs enseignantes qui sont motivées, compétentes, et puis qui peuvent débuter, bien qu'elles aient eu le certificat d'aptitude d'enseignement spécialisé, mais plutôt formées en Ulysse ou en SECPA. Et puis, le polyhandicap, c'est quand même un monde différent, à part. Ma question est la suivante. Pour les évaluations de vos élèves et pour construire les programmes ou projets pédagogiques, avez-vous des outils maison ou des outils qui vous sont transmis par l'Éducation nationale ou votre établissement? Si oui, pouvez-vous un peu les développer et sont-ils partageables? Merci. Alors non, nous n'avons pas d'outils particuliers. Notre démarche est vraiment de permettre à l'enfant de pouvoir exprimer ses compétences. Donc en fait, on peut partir d'évaluations proposées par l'Éducation nationale. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est adapter les réponses pour que les enfants puissent être en mesure de répondre. Je sais pas si c'est très clair. Donc en fait, on va par exemple, si je prends un exemple de compréhension, on peut travailler avec, on va lire une histoire, on peut demander qui est le personnage principal. La seule chose, c'est qu'on va devoir préparer à l'avance des pictogrammes pour que l'enfant puisse ensuite exprimer sa réponse parmi les pictogrammes qu'on lui aura proposés. Parce que d'emblée, il ne pourra pas nous dire. C'est plutôt une démarche dans l'autre sens. On se dit comment on adapte pour que ce soit accessible, pour que l'expression des enfants soit accessible. On peut. Donc c'est des évaluations plutôt situationnelles. Vous n'avez pas de catégorisation de niveau par compétence? Non. Après, on peut utiliser les évaluations nationales ou ce qui existe dans l'éducation nationale. Merci. Merci beaucoup. Donc Alice Moitié, toujours la maman de Sacha. Merci. Nous, on a commencé cette démarche de communication alors que Sacha a déjà 8 ans. J'ai travaillé avec la chargée de mission CA, CESAP, qui m'a juste dit mais c'est pas une étape supplémentaire, c'est pas quelque chose de plus à faire. Nous, ça fait 8 ans qu'on essaye et on se dit que c'est quelque chose de plus au-delà des attelles, au-delà du corset, au-delà de la douleur, au-delà de il faut passer du temps à. Donc on a perdu énormément de temps, on s'est formé au Makaton, on s'est formé au Picto, on a tout essayé, on a dépensé beaucoup d'argent pour se rendre compte que Sacha n'était pas forcément réceptif. Et là, ça fonctionne parce qu'aujourd'hui, on s'arrête, on se positionne à sa hauteur et on lui dit mais permets-nous de rentrer dans ton monde et de t'observer et de faire émerger ce que toi, tu as envie, de la manière dont tu as envie de nous le dire. On n'avait pas perçu cette chose-là et de ne pas attendre qu'il communique avec ce qu'on a envie, ce qu'on attend de lui, mais ce que lui, il a envie de nous dire. Et c'est pas au-delà du choix de yaourt ou voilà, de tel ou tel livre ou tel objet. C'est aussi nous, initialement, pour nous guider dans s'il a mal où et est-ce qu'il peut nous guider. Mais on m'a aussi expliqué que c'était pour sa manière à lui d'exister et de nous dire ce qu'il a envie de nous faire comprendre et qui ne va pas forcément répondre à mes interrogations. C'est souvent le cas d'ailleurs. Voilà, ils ne répondent pas à nos questions. Et ma relation avec mon fils a changé à partir du moment où je me suis arrêtée et que j'ai pris ce temps d'observation. C'est ce qu'on explique. Donc je suis aussi chargée de mission Père Aidance et également Aide for Poly, donc la plateforme numérique pour les aidants de personnes en situation de polyhandicap. Il y a eu 3 émissions, dont celle qui a été faite sur la communication alternative améliorée, qui parle de, au-delà des outils, comment la communication dépasse l'idée du fantasme pour les familles,
puisque dans le monde du polyhandicap, très peu d'enfants communiquent à ce jour, malgré tous les outils et tout ce qui a été déployé. Donc c'est vraiment voilà, pointer tout ce que vous dites sur cette présomption de compétences et qu'est-ce que toi tu as à me dire de la manière dont tu le dis, et on s'adapte à lui et c'est pas lui qui s'adapte à nous. Et je pense qu'en tant que parent c'est agréable à entendre voilà, que c'est pas quelque chose de plus à faire, mais qu'en le faisant tous les jours, il y a déjà une méthode de communication qui permet, au-delà de nous seuls parents, à pouvoir comprendre notre enfant, mais toutes les personnes qui l'accompagnent, de le comprendre, même si nous, on n'est pas dans l'entourage. Merci. Merci. Alors, merci beaucoup. C'est très important ce que vous avez dit, je me permets de rebondir, puisque ça fait écho avec ce que vous nous avez conseillé et appris, peut-être pour certains, l'observation fine avant les outils, parce que sinon on est enfermé dans des outils. Voilà. Merci beaucoup. Je vais appeler maintenant... Ah, il y avait des questions pour le chat. Oui, c'est important. On a nos amis en visio, ils ont aussi le droit à la parole, n'est-ce pas, Galine? Donc sur le chat, votre intervention est très appréciée et on nous demande combien de jeunes avez-vous en classe, par classe en fait? On a beaucoup d'enfants, une douzaine. Donc vous animez des classes de 12 enfants? De 12 enfants. D'accord. Wow. Et combien de temps dure une classe? Alors, dans notre établissement, tous les enfants sont scolarisés en groupe classe et sont scolarisés du coup tous les matins de 9h à midi avec une pause au milieu. Et donc, bien entendu, on ne demande pas aux enfants une attention soutenue de tous les moments, mais on remarque que les enfants, alors oui, doivent attendre parce que seuls, ils ne peuvent pas faire, mais que quand on s'adresse à eux, ils sont toujours disponibles pour répondre à nos sollicitations. Et après, parfois, ils sortent pour leur rééducation. Enfin, voilà, la vie d'un établissement. Quelle grille d'évaluation standardisée utilisez-vous? Je pense que vous avez déjà répondu à ça, mais la question doit être plus précisément, qu'est-ce qu'il existe comme grille d'évaluation standardisée? Moi, je n'utilise que les référentiels de compétences proposés par l'Éducation nationale. D'accord. Et pour finir, une question beaucoup plus générale, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'enseignants spécialisés dans tous les EEAP? Ça serait bien. Donc c'est une question qui est revenue à 2 reprises dans le chat. Je sais qu'on n'a pas spécialement de réponse et que... Ah oui. Merci beaucoup Céline, c'était une belle intervention, vraiment. Moi, je voudrais juste rajouter 2 petits points. Le premier, c'est, vous disiez tout à l'heure que vous aviez, alors je connais la réponse, mais je la pose parce que c'est une précision qui manque, que vous aviez une douzaine d'enfants dans la classe, mais vous avez combien d'adultes? Ah, on en a plusieurs. On est au moins 3. Voilà, petit détail quand même qui a son importance, donc je pense que c'était bien de le souligner. Et la deuxième question, on dirait que je ne faisais pas preuve de mauvais esprit, mais quand même, il se trouve que vous avez vraiment tous, parents et professionnels, intérêt à réagir et à réagir vite et fort, parce que la merveilleuse éducation nationale dont nous attendons tant de choses est en train, très progressivement, mais très sûrement, d'enlever les enseignants des EAP. Parce que quand même, les EEP, c'est bien, l'inclusion, c'est bien, voyez. Et donc, l'idée, c'est qu'on va se retrouver dans une éducation à 2 vitesses, où on aura les enfants les plus, passez-moi l'expression, mais les plus débrouillés dans les unités externalisées, les moins épileptiques, les moins fatigables, les plus machins, etc. Et les autres, les
plus fragiles, les plus vulnérables, ceux qui constituent notre cœur de métier à tous. Et bien ceux-là, ma foi, s'ils n'ont pas d'enseignants, on hochera la tête avec tristesse en faisant des statistiques et en disant il y a 10% d'enfants qui sont scolarisés dans les EAP. Donc je vous le dis, parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe, les UEP, ça a vraiment un avantage certain. Mettre des enfants en situation d'élève, c'est super bien, mais il n'y a pas que les UEP. Et donc, franchement, les enseignants, et on en connaît qui sont magnifiques, qui sont au sein des établissements, ils ont toute leur place. Et non seulement ils ont toute leur place, mais ils sont complètement indispensables. Donc voilà, c'était pour répondre à la question pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'avantage, etc. Mais il n'y avait naturellement aucun mauvais esprit dans ce que j'ai dit. Merci Madame la Présidente. C'est un vrai sujet. Alors, je suis désolée, vous allez être frustrée. Je suis l'organisatrice de la frustration. Et garante du temps, donc je vais remercier Madame Hasbrouck et accueillir Madame Maurice qui va prendre le relais.